Mesdames, Messieurs, on va reprendre cette deuxième moitié du panel 4. J'invite Madame Félicité Manga Ayanga, chercheure au Centre africain d'études internationales diplomatiques, économiques et stratégiques, en service à la direction des relations internationales avec l'Organisation internationale de la francophonie du ministère des Relations extérieures du Cameroun. Madame Manga Yenga, Félicité va présenter son intervention sur 5 années de francophonie puissance. L'Afrique francophone en marche pour une francophonie gagnant-gagnant. Madame Manga Félicité, la parole est à vous. Merci de me donner la parole. Merci à tous les participants, que ce soit en ligne ou en présentiel. J'aimerais adresser mes félicitations également à tout le staff chargé de l'organisation de ce colloque. Merci de m'associer à ces échanges. Ma contribution, vous l'avez dit, porte sur 50 années de francophonie puissance, l'Afrique francophone en marche pour une francophonie gagnant-gagnant. Pourquoi le choix de ce thème? Tout est parti d'un constat. L'on relève au moment où la francophonie célèbre ses 50 ans que malgré les perpétuels travaux de restructuration, d'adaptation et de proximité qui sont menés par cette organisation, plusieurs débats controversés autour de sa perception et particulièrement celle de la jeunesse qui la considère comme un prolongement de la mainmise française sur ses anciennes colonies persistent. La francophonie, à notre sens, ne devrait plus être assimilée aujourd'hui à un seul État. Il semble grand temps pour nous de dépasser ces considérations. Depuis 2019, Mme Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, a entamé un processus de modernisation. Ce processus, dont la vision et les objectifs sont consignés dans le cadre stratégique de la francophonie pour la période 2023-2030, s'inscrit en droite ligne du cadre de référence défini par le Programme des Nations Unies, à savoir le Programme de développement durable à l'horizon 2030. Ce programme repose sur 5 grandes ambitions réparties en 18 objectifs stratégiques, allant du renforcement de l'influence des francophones dans le monde à la conversion de la francophonie en un laboratoire de coopération stratégique et innovant, en passant par le renforcement de l'usage et de l'enseignement de la langue française dans le monde, la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le développement d'une coopération multilatérale singulière, inédite et constructive. La mise en œuvre de cette vision partagée de la francophonie en appelle à toutes les institutions de cette organisation, mais nous pensons que les États africains de l'espace francophone pourraient jouer un rôle aux côtés de ces institutions en apportant une contribution à la mise en œuvre de conditions favorables qui faciliteraient l'atteinte de ces grandes ambitions à l'horizon 2030. Tout en tenant compte des 50 années de coopération francophone. Donc, ce travail s'intéresse donc essentiellement à la contribution ou au rôle que pourrait jouer l'Afrique dans la construction de la francophonie de demain, qu'on appelle encore la francophonie de l'avenir. Cette contribution africaine pourrait se jouer à 2 niveaux. Premièrement, au niveau du renforcement de l'influence des francophones dans le monde, et ensuite au niveau de l'intensification de la coopération multilatérale. Pour ce qui est du renforcement de l'influence des francophones dans le monde, il serait question de marquer davantage l'influence des pays francophones d'Afrique en organisant régulièrement des concertations informelles entre eux au sein de la francophonie et en valorisant l'un de leurs atouts indéniables qui est l'identité culturelle, par l'adoption d'une politique culturelle africaine ou une politique culturelle commune. En effet, les États africains de la francophonie devraient régulièrement se concerter au sein de cette organisation, soit au lendemain d'un sommet de la francophonie pour s'accorder sur comment mettre en œuvre les recommandations du sommet ou encore à mi-parcours pour faire le point des avancées et principalement s'accorder sur une vision commune. Pour Pierre-Yves Guilleneuf, la concertation est un processus de dialogue dont le but est de parvenir à des propositions acceptées par toutes les parties impliquées, des orientations ou des projets. Ceci contribuerait donc à renforcer le poids et la prise en compte des intérêts de ces pays-là au sein de la francophonie.
S'agissant de la valorisation de l'identité culturelle africaine, elle est de la responsabilité des États, États entendus ici comme départements ministériels et les collectivités territoriales. Donc, la politique culturelle donnerait donc une orientation précise quant à la gestion du patrimoine, à la création artistique, au développement des produits, des activités et des services culturels, à la mise en place de conditions favorables à l'innovation et au développement culturel. En guise donc de leur contribution à la mise en œuvre du cadre stratégique de la francophonie, les pays africains pourraient donc harmoniser, coordonner et renforcer leurs actions de promotion de la culture ou de l'identité culturelle africaine en adoptant cette politique commune-là, cette politique qui ferait l'objet d'un renouvellement périodique du point de vue de ces approches, car la culture constitue un vecteur d'innovation, de croissance et de développement. Cette politique définirait les objectifs, les priorités, les mesures, les moyens d'action en vue de la préservation et du rayonnement de la culture africaine dans l'espace francophone et plus loin dans le monde. Elle pourrait s'inspirer de la charte de la Renaissance culturelle africaine qui a été adoptée lors de la 6e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et nous constatons que les objectifs de cette charte, pour la plupart, concourent à l'atteinte des valeurs universelles qui sont défendues par l'organisation. La paix, la charte met également en avant les femmes et les jeunes, et également l'utilisation du numérique, des outils modernes pour la jeunesse. Donc, outre le levier du renforcement de l'influence des francophones d'Afrique dans le monde, l'Afrique francophone pourrait également travailler à l'intensification de sa coopération multilatérale décentralisée avec les représentations régionales de l'OIF d'une part et avec l'AIMF et l'AIRF, l'Association internationale des maires francophones, l'Association internationale des régions francophones. Un autre aspect qui, à notre sens, permettrait de dynamiser la coopération francophone serait d'améliorer auprès de la jeunesse africaine l'image de la francophonie. Nous avons constaté lors des colloques que nous avons eu à ici que la francophonie semble très mal connue par la jeunesse. Et généralement, les jeunes nous abordent uniquement pour ils nous abordent pour nous poser des questions du genre la francophonie est une continuité de la France ou un prolongement de la colonisation. Nous pensons vraiment qu'il faut travailler à l'amélioration de l'image de la francophonie auprès de cette jeunesse-là. Et nous pensons que cela pourrait se faire par les clubs de la francophonie, ce que nous avons ici. Et il faudrait en créer un plus grand nombre, que ce soit dans les établissements scolaires, dans les universités, aussi bien publiques que privées. Dans les zones, certes urbaines, il y en a, mais il faudrait penser à en créer dans les zones reculées. Ces clubs, ce sont des associations de jeunes qui contribuent à faire vivre la francophonie, à faire connaître la francophonie. Donc, nous pensons qu'il serait essentiel de les moderniser également en mettant en place un système d'organisation et de fonctionnement assez proche du scoutisme, où on pourrait récompenser les jeunes qui se démarquent par des avancements en grade, des bourses de mobilité, des bourses d'études, des bourses de formation, des financements. Enfin, nous pensons que ces clubs pourraient être réunis en réseau pour renforcer la coopération multilatérale au sein de l'espace francophone. Ainsi, les jeunes n'apprendraient plus à connaître la francophonie à travers des discours entendus ça et là, mais ce serait par leur propre expérience, leur propre vécu de la francophonie. Donc, voilà en quelques mots ce que nous avons développé dans notre travail. Pour conclure, nous disons que l'adoption du cadre stratégique de la francophonie pour la période 2023-2030 traduit l'orientation ou le nouveau visage que veut revêtir l'organisation à moyen terme. Ce cadre stratégique est une contribution de la francophonie à l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030.
Tous les acteurs institutionnels de la francophonie dans leur domaine de compétences sont interpellés à sa mise en œuvre. L'Afrique, acteur très souvent marginalisé des relations internationales, pourrait saisir cette opportunité et apporter son concours à la mise en œuvre de conditions qui seraient favorables à l'atteinte de ces objectifs. Nous pensons donc que les concertations francophones régulières, la valorisation de l'identité culturelle africaine par l'adoption d'une politique commune, le développement de la coopération décentralisée et la mise en place d'un réseau de clubs francophonie sont entre autres des leviers d'action. Donc, voilà en quelques mots ce que j'avais à dire. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Madame Manga, pour votre conception d'une francophonie gagnant-gagnant que la jeunesse peut s'approprier par son propre vécu. C'est très, très intéressant ce que vous avez dit, pour qu'elle devienne la francophonie de l'avenir, comme le veut l'expression consacrée maintenant, notamment par le biais d'une intensification de la coopération multilatérale et décentralisée, et par le renforcement de l'influence collective et de la mise en réseau, comme vous l'avez dit, et également par la contribution majeure du continent africain à ce processus. Merci aussi pour vos propositions très concrètes. Et donc, je vous propose de rester en ligne pour la période de questions qui aura lieu à la fin. Et nous passons maintenant à l'intervention de Monsieur Clément Bigirimana, secrétaire exécutif permanent de l'Académie Rundi et professeur associé des sciences du langage à l'Université du Burundi, qui va nous entretenir d'une question. Le français, cette langue qui dérange et qui arrange, avec un support également électronique qu'on va pouvoir... Je tiens à préciser que M. Bigirimana vient d'arriver ce matin. Il vient dans la salle directement de l'aéroport. Merci beaucoup pour votre venue. C'est un vrai francophone. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole et je salue les organisateurs de ce colloque et je les remercie de m'avoir quand même associé, m'avoir invité. Je vais vous présenter cette problématique qu'il vient de soulever. Le français, cette langue qui arrange, mais aussi qui dérange. C'est un questionnement que je vais vous lancer. Alors, je ne serai pas long. Il y a l'entrée en matière. Je vais vous faire écouter, vous montrer une vidéo qui témoigne d'un français. C'est un extrait d'1 minute. Une introduction, sens et objectif de la francophonie. Là, je ne vais pas m'y attarder parce que je crois que tout au long, on en a beaucoup parlé. Je passerai à la francophonie et je m'interroge si c'est un mythe ou une réalité. Et je vais vous parler des représentations du français au Burundi, donc un cas d'étude, et parler en fait de l'universalité de la langue française ou son éclatement. Voilà, pour l'entrée en matière, je crois que c'est la vidéo. Je vais bien lancer, s'il vous plaît. On attend un tout petit peu. Non, c'est avant. Non, c'est précédent. Ah, ici. Ouvrir. Nous étions avec des convocations du parquet de Bujumbura Rirare qui nous appelle en disant que nous allons s'expliquer comment est-ce que nous ne verrons pas autoriser la femme des criminels de retourner dans sa maison. Et à notre part, nous avons laissé tout en disant que nous attendons ce que la justice fasse. Nous ne comprenons pas comment on fasse des moyens de terminer la famille de M. Nanguli et Gérard. En tant que nous soyons devant la justice. Depuis avant, nous avions demandé que le parquet de Bujumbura Rirare puisse recevoir notre dossier. Le parquet de Bujumbura Rirare avait refusé. Nous ne pouvons comprendre comment le parquet de Bujumbura Rirare vienne dans ces jours-ci, en tant que même les criminels nous étions déjà attrapés, et que le parquet a délibéré, viennent ici en se mettant dans ce cas, avant où nous étions dans des problèmes que nous n'avons pas eu à voir.
Donc, nous demandons que vous puissiez nous aider et en disant que le parquet de la mairie puisse rappeler de la mairie de Bujumbura, mairie d'abord, puisse rappeler notre dossier avant que la mairie de Bujumbura prendre le dossier qu'il ne sait pas. Voilà, c'est un type de français. Voilà, c'est un arrangement ou un dérangement. Et je vais donc partir dans l'introduction de cet ouvrage de Valentin Fessi, camerounais, qui a intitulé son ouvrage « Parles-tu français ?» Ça dépend. Penser, agir, construire son français en contexte plurilingue. Dans le monde actuel, nous sommes devant un plurilinguisme qui ne manque pas d'effet sur la langue française. Cette langue française, donc, qui a la chance d'être répandue à travers le monde, dans les 5 continents, est une langue qui compte. Je répète les chiffres qui viennent d'être donnés tout à l'heure et sur lesquels on s'est interrogé. 274 millions de locuteurs. C'est selon le rapport de l'OIF, l'Observatoire. Et là, dans tous ces continents, les locuteurs éprouvent du plaisir ou des malaises à s'exprimer en français. Donc, il y a parfois un sentiment d'insécurité ou de sécurité linguistique, les deux liés. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je viens d'apprendre qu'on parle de cet bien-être linguistique pour ne pas frustrer les uns et les autres. Et cela, donc, dans tous les continents, on voit le français qui se mélange ou qui est mélangé aux autres langues et qui, avec ses locuteurs, se trouve arrangé avec leur manière de parler et qui la façonne à leur manière, à leur façon d'être, compte tenu des langues locales. Donc, le français a pris les couleurs locales. Le français, maintenant, n'est plus ce français de la métropole. C'est un français qui est varié, aux formes variées, à telle enseigne que les interlocuteurs entre eux ne puissent plus se comprendre. Chacun parle son français de son côté. Vous allez entendre à gauche, à droite, le français abidjanais, le français dakarois et le français de Bujumbura que vous venez d'écouter. Voilà, donc, je parlais des objectifs de la francophonie. Je ne vais pas m'y attarder parce que tout le monde est revenu là-dessus, mais je vais tout simplement insister c'est qu'avec la francophonie, avec les États qui adhèrent à la francophonie, ça fait, avec aussi ce nombre de locuteurs, dans le rapport, on mentionne que l'on est de moins en moins francophone, mais on devient de plus en plus. On devient francophone dans quel type de français alors? Ici, je me pose la question, qu'est-ce que la francophonie? Madame, notre collègue de l'Algérie avait posé la question tout à l'heure et on a fait fi de répondre de justesse. Mais en tant que sociolinguiste, ça tombe bien, moi je me dis que la francophonie telle qu'elle a été définie, c'est cet ensemble de pays, mais un ensemble difficile à définir, à circonscrire, parce que il y a des États qui adhèrent, des autres qui observent, des États qui s'en retirent, d'autres qui sont réticents. Donc, c'est un ensemble complexe de ces pays. Alors, on peut dire, se poser la question, est-ce que la francophonie est mythe ou une réalité? Je ne sais pas. D'après le dictionnaire que j'ai consulté, le mythe, je ne vous apprends rien, il s'agit d'une image simplifiée, souvent illusoire, que deux groupes humains élaborent ou acceptent au sujet d'un individu ou d'un fait et qui jouent un rôle déterminant dans leur comportement ou leur appréciation. Je crois que vous aurez peut-être perçu ce que c'est que la francophonie. Réalité, selon le même dictionnaire, Robert, si je précise bien, c'est un caractère de ce qui est réel, de ce qui ne constitue pas seulement un concept, mais une chose. Alors, l'usage de la langue française ne dépend effectivement
des conquêtes historiques et du poids politique des pays qui la pratiquent et qui arrivent parfois à l'imposer au-delà des frontières et qui arrivent même à l'imposer au détriment des autres langues locales et qui sont pourtant très fonctionnelles. Donc la langue française, c'est son lien qui unit et qui réunit les 88 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Or, dans ces États, on trouve plusieurs langues, des langues respectives, dites locales ou actuellement dites partenaires, des locuteurs multivariés et aux compétences linguistiques différenciées, pourquoi pas un mythe qui nourrit parfois, le mythe sur la langue française en francophonie. Aujourd'hui, il y a moyen de parler de langue française au pluriel parce que chez les uns, il s'agit d'une langue appauvrie, très pauvre, une langue enrichie avec des couleurs locales, une langue dénaturée, une langue rêvée et une langue souhaitée, une langue africanisée, une langue européanisée, une langue asiatisée, océanisée, régionalisée. Donc, comme en témoignent les expressions d'ici et d'ailleurs. Alors, je vais évoquer très rapidement le cas du Burundi que j'ai considéré. Déjà, ça illustre, la vidéo illustre ce que je vais montrer. Je suis parti d'un questionnaire que j'ai lancé via Google Forms. Et très rapidement, après avoir vu cet appel à communication, et il s'agit d'un questionnaire qui était basé sur l'amour de la langue française en général et la fierté à parler cette langue française. Et il s'est avéré que 12% aiment la langue française. C'est vraiment un attachement, mais un amour qui ne se concrétise pas, qui ne se remarque pas. Et une fierté aussi, tout le monde est fier de parler français. La fierté à plus de 86%, mais aussi un français d'usage quotidien. Ici, je précise qu'au Burundi, le français, c'est la langue officielle et la langue privilégiée de tous les atouts parce que c'est une langue d'enseignement officiel, de communication, des médias, de la justice, etc. J'en passe. Alors, au Burundi, sans évoquer cette définition de l'imaginaire linguistique telle qu'évoquée par Anne-Marie Roudibine, le français au Burundi, on aime dire que c'est l'enfant de l'autre. Vous m'excuserez d'avoir traduit mot à mot, comme je disais dans ces Jeux olympiques. L'enfant de l'autre, vous comprendrez. Donc, ce français qui nous vient d'ailleurs, c'est ce qui est scandé par la plupart des Burundais devant une situation de communication hors norme. Au Burundi, quand on s'exprime dans un mauvais français, l'on est vu de notre œil. Alors, le français ici est mélangé par le kirundi et nous avons ce qu'on appelle une autre langue, le ki-français, mais qui a tendance à être français. La vidéo en témoigne. Vous avez saisi ce français du Burundi. Alors, ce graphique montre le niveau d'appréciation du niveau de français par les locuteurs eux-mêmes. Ici, j'en ai répertorié du point de vue, selon les diplômes, vous avez les docteurs, les détenteurs de doctorat, de master, de baccalauréat, et moins de 50% apprécient leur niveau de français comme excellent. C'est-à-dire qu'ils sentent en eux un manque quelque part, ils sont en insécurité linguistique. Donc là, il se fait remarquer que ce sont les gens du niveau de baccalauréat ou autres qui témoignent qui apprécient leur niveau de français. Même celui qui s'exprime dans un français approximatif, comme celui que je viens de vous montrer, il s'estime excellent en français. Mais devant un Parisien, qu'est-ce qu'il dirait? Donc, ici, je me questionne sur l'universalité de la langue française ou son éclatement. Eh bien, ce français qui s'est hérité aux réalités locales a pris une autre couleur, la couleur donc locale, d'où nous avons plusieurs français. Et ça cause problème.
Nous sommes devant un français aux multiples facettes. Et je vais emprunter les mots de Klinkenberg qui disait en 2010, le français n'existe même pas. Donc, si le français n'existe pas, est-ce un arrangement ou un dérangement? Vous tous, je suppose, nous tous qui sommes ici, qui nous sommes des locuteurs du français. Donc, à chacun de dire si ça arrange ou si ça dérange. J'en viens à la conclusion. Le français, donc, c'est une langue de partout, mais de tous, avec des particularités parfois indescriptibles, suite à une rencontre avec les autres langues, avec un appauvrissement ou un enrichissement mutuel. Donc, sa présence dans les différentes communautés sociolinguistiques suscite des représentations diversifiées des locuteurs concernés. Les uns l'affirment comme indispensable dans leur vie, au moment où les autres ne s'en soucient guère. Ils se posent la question même, pourquoi l'existence de cette langue française, qui dérange ou qui arrange les autres. Donc, les avis divergent dans ce monde francophone et dans tous les cas, l'on a un français qui ne respecte pas la norme de la métropole et donc un français, malgré les standards de la langue française ou ce que propose l'Académie française, nous sommes devant un français multivarié, ce qui au final arrange les uns et ou dérange les autres selon leur communauté socio-linguistique. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, M. Birji Rimana, pour cette intervention très, très intéressante. Vous avez fait des analyses sur des situations de communication différentes dans divers aires socio-linguistiques où la langue française est présente avec des statuts diversifiés, ce qui nous aide à comprendre les représentations locales, parfois très fort contrastées, des locuteurs autour de la langue française, mais également sur l'usage et la place de cette langue dans les différentes communautés linguistiques. Merci beaucoup pour votre présentation. Peut-être aussi, j'ajoute, à l'Institut international pour la francophonie, nous développons depuis des années le dictionnaire des francophones. Donc, si vous avez l'occasion de passer nous voir après le colloque, vous pouvez voir l'équipe du dictionnaire. Là, il y a une grande diversité d'expressions de la langue française, etc. Vous pouvez échanger avec l'équipe. Bon, j'invite tout de suite notre collègue Ousmanou Wachok Birmina, maître assistant CAMES et enseignant à l'Institut des relations internationales du Cameroun, Yaoundé 2, pour présenter une intervention sur l'Afrique, l'avenir de la francophonie, des préconditions de capitalisation de la puissance d'attraction d'Afrique en francophonie. Monsieur Wachok était notre ancien docteur en francophonie, ancien étudiant d'abord de notre master délocalisé à Yaoundé 2, et puis il continue le doctorat au sein de notre équipe, et puis il a assuré 2 ans d'enseignement en tant qu'adhère au sein de l'Institut international pour la francophonie. Donc c'est un très grand plaisir qu'il revienne aujourd'hui pour présenter sa communication. Ousmanou, donc la parole est à vous. Merci Anne pour la parole donnée. Je voudrais remercier et m'associer à ceux qui m'ont précédé pour vous remercier pour votre invitation et saluer l'ensemble de ceux qui ont contribué à organiser cette journée de réflexion, ces journées de réflexion. Évidemment, je suis content de revenir à Lyon. Moi, je suis désormais à Yaoundé, c'est très bien là-bas. Et je suis tout autant heureux de revenir ici régulièrement. Donc, merci pour cette estime et cette amitié renouvelée à vous comme à tous les autres, c'est-à-dire l'ensemble des Lyonnais. Je voudrais aussi remercier Han et Chang, Samuel et Félicité qui ont fait ce que je devais faire. Donc, ils ont fait ma communication.
Voilà, ils ont répondu à l'ensemble des questions auxquelles on est confronté et que pose notre intervention. Mais comme il faut dire quelque chose, on a essayé de réorienter la réflexion en se demandant est-ce que le discours sur l'Afrique et l'avenir de la francophonie est un discours pertinent? Et depuis le début de ces assises, on est unanime. Oh, l'Afrique, le nombre de pays, le nombre de locuteurs français, la grande Algérie française, le Burundi qui est content, Il faut que j'enlève parce que sinon les zones. Bon. Alors je suis. Non. Alors moi, je me dis que la formule de notre, c'est pas très grave, hein. C'est pas très grave. La formule de notre réflexion impose de partir d'un constat de crise. Si nous retenons les propos que vient de tenir M. Bigirimana, il relève une situation de crise, une fuite. La définition et la conception de la francophonie est toujours fuyante. Raison pour laquelle chaque fois que nous nous rencontrons, on a toujours un sentiment d'inachevé quand on se sépare. Et on est souvent amené quasiment à redire les mêmes choses à la prochaine rencontre. Ça veut peut-être dire qu'il y a une crise. Est-ce que cette crise n'est pas annonciatrice d'une fin? Avant mon intervention, le panéliste d'avant, notamment Samuel, disait non, il ne faut pas craindre. Il ne faut pas craindre. Mais en même temps, on nous dit l'avenir est à construire avec l'Afrique. Ça veut dire qu'on est face à une réalité peut-être qu'on tente de fuir, de refuser, ou alors qu'on saisit plutôt par le bout le plus positif. Cette crise, elle se caractérise par quoi? Elle se caractérise par un état des lieux de la francophonie africaine, cette Afrique qui va porter l'avenir de la francophonie, qui est faite d'une crise politique qui est généralisée. Regardez, c'est très beau quand vous observez la carte de l'Afrique francophone. Franchement, à partir de là, il n'y a pas d'inquiétude. C'est l'Afrique qui est l'avenir de la francophonie. Ça, personne ne peut douter. Le nombre de pays qui ont comme langue officielle, le nombre de pays engagés à l'OIF, le nombre même de pays qui aiment la langue française, Maroc, Algérie, c'est très bien. Mais lorsqu'on évolue également, on a une autre réalité qui est la croissance démographique. Et tout en haut là-bas, c'est à l'horizon 2100. Vous vous rendez compte que l'Afrique tient le pavé de haut. Pendant ce temps, au milieu, l'Océanie, laissons l'Océanie, l'Europe et l'Amérique semblent se tasser. L'Europe semble se tasser en bleu là-bas. L'Europe semble se tasser. Mais l'Afrique monte. L'Asie ne laisse pas l'Afrique avancer seule. L'Asie avance avec l'Afrique. Et donc, sur ce plan, on aura beaucoup de parlants français. Il y a cet espoir. On aura beaucoup de parlants français. Ça nous motive à se dire, oui, il y a quand même l'avenir de la francophonie, c'est en Afrique. On prend un autre élément. Et là, on a le nombre de parlants français au quotidien. On se rend compte qu'à nouveau là-bas, l'Afrique tient le haut. Et ça, ce sont les données de l'Observatoire de la langue française. Vous voyez la grande barre, ça c'est l'Afrique. Et quand vous regardez ce qui est en cercle là, le grand bloc, 47%, c'est l'Afrique. Ça donne également de l'espoir. Ça, c'est intéressant. L'Afrique est l'avenir de la francophonie. Quand on continue, dans l'enseignement, le niveau de francophonie, vous regardez également, mais là, comme c'est deux images qui sont un tout petit peu éloignées de nos yeux, vous allez vous rendre compte que fondamentalement, c'est à nouveau les Africains qui sont devant. Donc, il n'y a pas d'inquiétude sur le plan des statistiques. Les statistiques sont là. Si on avance une nouvelle fois, ça c'est notre ami qui parlait à Bujumbura. J'avoue que je n'ai pas beaucoup compris ce qu'il disait, mais ça confirme justement ce que nous disons, l'idée de crise.
que nous essayons d'avancer. Mais la réalité de tous ces éléments, c'est que ces chiffres ou alors ces statistiques peuvent être à la fois galvanisateurs mais trompeurs. Trompeurs parce que derrière, il y a une autre réalité. Et cette réalité, c'est pour ça que je remerciais Chang, c'était la réalité d'une double francophonie en Afrique. Une francophonie populaire qui connaît elle-même une crise en son sein. Une crise qu'on relie davantage à la politique étrangère française. Et Félicité Manga tout à l'heure disait qu'il faut qu'on travaille à défranciser la francophonie. C'est-à-dire à décloisonner la France et la francophonie dans les esprits de la jeunesse francophone africaine. Parce que l'amalgame qu'on entretient fait souvent tendance à croire que une fois que la France a dit ou alors a posé un acte de politique étrangère, ce qui est normal pour tout État, on confond cela avec les pratiques de la francophonie. Laquelle francophonie repose plutôt sur des valeurs. Il faut qu'on travaille à rappeler à l'Afrique ce que le philosophe Dieu qui intervenait nous disait, faire la francophonie pour soi-même. Nous ne faisons pas la francophonie, nous ne devrions pas faire la francophonie en Afrique parce que la France, parce que la Belgique, parce qu'un tel. Mais nous devrions faire la francophonie parce que c'est un réservoir de valeurs, un réservoir d'espoir. Et nous devons porter cette francophonie pour qu'effectivement nous soyons le poumon de l'avenir qui, à un moment donné, comme dans le passé, pourra, à un moment de balbutiement géopolitique, donner une poche d'oxygène à cette organisation. Si on essaie, bon là je constate peut-être que observez en Afrique à nouveau, la variation des effectifs entre 2018 et 2022 de français comme langue étrangère. Vous vous rendez compte que là encore, l'Afrique, sans être au top, elle est quand même là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cette statistique est aussi positive pour l'Afrique parce que la langue française est notre langue normale. Donc, elle n'est pas langue étrangère pour nous. On vit avec elle. On est dans la langue française, on grandit avec elle. Donc, quand on parle de langue étrangère, c'est plutôt dans la conquête de ceux qui ne parlent pas la langue française. Et donc, c'est normal que la statistique soit ici défavorable à l'Afrique, mais en réalité, elle est positive. Voilà. Si on peut avancer, quelles sont donc les tendances positives à partir de tout cela? Croissance démographique, promesses économiques, où toutes les perspectives vous disent avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, l'avenir c'est en Afrique, le potentiel économique, les ressources naturelles, la jeunesse qui monte, les terres agricoles à exploiter. Ça, c'est des éléments qui sont des éléments positifs, mais qui sont également des éléments à risque. Et Samuel Gembor parlait tout à l'heure des risques géopolitiques. Parce que les richesses, le Congo, la RDC précisément, nous a démontré que la richesse sont à la fois un élément de développement, mais davantage un facteur d'instabilité. Tout dépend de la manière dont on est en mesure de transformer le potentiel, les politiques publiques qu'on peut mettre en place pour gérer le potentiel économique et en ressources naturelles. L'évolution positive du nombre de parlants français, mais également il y a une tendance qui est positive et qui galvanise l'avenir, l'Afrique comme l'avenir de la francophonie, c'est l'africanisation du poste de secrétaire général de la francophonie. On a l'impression que c'est un petit cadeau qu'on fait aux Africains depuis la création de l'ACCT. Depuis 1970, on a eu, avant la création de l'OIF en 1997, on a eu Jean-Marc Léger. On a eu Dandiko, il est du Niger. Pardon? Il est de Chevaux. Ça veut dire que vous nous venez du grand pays du Sahel. Ça, c'est très bien. Voilà. Soyez le bienvenu. On a eu Owono qui était du Gabon. Après, on a eu un autre Gabonais après Owono. Et puis, on a eu Jean-Louis Roy qui vient clôturer la phase de l'ACCT. On passe à l'OIF. Et là, à nouveau, à l'OIF, c'est Boutros Ghali qui vient.
après Diouf, le Sénégalais, après Michael Jean, c'est la toute petite parenthèse canadienne. On a très vite fait de la refermer. Très vite, on l'a refermée pour redonner plutôt à l'Afrique. Et comme il y avait un conflit entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, on a trouvé un moyen pour insérer plutôt Louise Mushikiwabo. Moi, je me rappelle de Dramé Alioune qui me disait il assistait au débat, mais le débat était entre Africains. Et la France qui avait déjà positionné Louise Mushikiwabo s'arrangeait à manipuler le Cameroun en Afrique centrale et le Sénégal en Afrique de l'Ouest pour finalement construire le consensus qu'on aura à Nouakchott avec Franck Paris qui va aller obtenir les avis. Et on a inscrit le débat de l'élection de Louise Mushikiwabo dans la séance de travail de l'Union africaine. Mais c'est dit combien ça compte. C'est-à-dire on a modifié instamment l'ordre du jour de l'Union africaine pour inscrire l'élection, le soutien à la candidature rwandaise. Mais la faveur était que Kagame, le président rwandais, était président en exercice de l'Union africaine. Voilà. Donc, il y a cette tendance positive qui amène quand même à penser que la francophonie n'est pas quelque chose que l'Afrique est prête à abandonner. Au contraire, on est appelé à travailler et à défendre cette francophonie. Mais il faudrait qu'on le fasse pour soi-même, pour nous-mêmes, et non par rapport aux autres. Mais il y a des tendances critiques tout de même, parce qu'il faut toujours relever le pour et le contre. Et ces tendances critiques, ce sont les incertitudes géopolitiques, le recul de la culture démocratique, parce que c'est quand même curieux de savoir que l'espace francophone africain est celui qui nous offre le plus grand spectacle de coups d'État. Et les éléments que vous avez relevés, Madame Fan, dans votre communication, montrent à suffisance que, décidément, on est en train de normaliser même la déconstitutionnalisation de la vie politique africaine comme une manière d'être. Faire un coup d'État, c'est désormais finalement un mode de vie, une manière de faire la politique en Afrique. Ça pose problème. Que peut la francophonie pour déconstruire cette tendance qui semble s'installer? C'est un élément qu'il faudra travailler. J'écoutais Madame Manga tout à l'heure qui disait, là, c'est le discours du diplomate. Voilà, la secrétaire générale a décidé de revoir quelle est la nouvelle manière de se... C'est très bien, il faut qu'on y arrive. Parce que la secrétaire générale ne peut pas le faire si nous-mêmes, au niveau des universités, au niveau des écoles, au niveau de la société, les artistes, ne portons pas un discours sur les valeurs et non un discours sur la guerre des nations. La plupart du temps, on entend toujours « Non, chez nous en Afrique, la francophonie, c'est que la France vient ici. » Non, mais la francophonie, c'est aussi les jeux de la francophonie. La francophonie, c'est l'AUF. La francophonie, c'est les chais Senghor. La francophonie, c'est la langue française. Insistons sur ces éléments positifs au lieu de mettre toujours un accent sur les punaises qui peuvent s'infiltrer dans la maison. Essayons de les éliminer. Voilà. On a également les concurrences et les hybridations qui sont un défi. Et hier, quelqu'un a parlé de la co-officialité, mais également de toute cette lexicologie locale, les emprunts, tels que le rappelait M. Birigimana, qui nous rappelait qu'il y a des réalités locales, les concurrences linguistiques, les hybridations. Moi, je viens du Cameroun. Au Cameroun, je peux vous garantir, si on est deux Camerounais ici, on se met à parler, on peut faire 5 heures de temps, le français ne nous comprendra jamais. Jamais. Il n'a aucune chance de nous comprendre. Tout simplement parce qu'on a développé de façon parfois inconsciente une manière de vivre et de parler camerounais qui est le camfranglais chez nous, ou alors le pidgin English qui est aussi aujourd'hui en train de s'enrichir du français, qui fait qu'on se distingue partout où on sera. Tout comme l'Ivoirien le fera avec son compatriote ivoirien, tout comme le Congolais ou encore le Rwandais. Ça veut dire que au lieu de nous condamner à penser cette francophonie comme à exclure, vivons ça comme un enrichissement. Vivons ça comme un enrichissement. Et c'est pour cette raison qu'il faut également déconstruire le discours des puissances troubles.
les puissances perturbatrices au niveau de l'Afrique, comme la Chine, la Russie, qui jouent leur jeu, c'est normal, mais c'est à nous de déconstruire leur discours et de rappeler les valeurs qui peuvent supporter l'avenir de notre communauté. Si on peut avancer d'un pas, parce que Han me met déjà une petite position. Qu'est-ce qu'on va donc faire qu'est-ce qu'on doit relever comme mesure pour y avancer? Des mesures institutionnelles. La démocratie, on n'insiste pas parce que tout le monde en est conscient. L'économie. Où en est-on avec la francophonie économique lancée depuis 2014 à Dakar? Où en sommes-nous? Que sommes-nous capables d'en dire? Il faut réfléchir sur la question. La francophonie numérique, la circulation. Peut-on imaginer valablement, le président Laborel était là. Moi, étant étudiant, il nous parlait, lui comme Michel Guillot à l'époque, du passeport francophone. N'est-ce pas possible d'envisager cela pour des catégories bien particulières, les artistes, les étudiants, les sportifs et tout. Voilà. On peut également penser à renforcer les questions liées aux jeunes. L'université. Il faut qu'on dépolitise l'agence universitaire de la francophonie. C'est pour moi un souhait. Combien sommes-nous à connaître l'agence universitaire de la francophonie? On n'est pas nombreux. On est dans un environnement où il y a une chaire francophonie à Lyon. On marche dans toute l'université, on ne voit même pas une affiche de l'AUF, rien que pour la pub. N'est-il pas possible de penser aux conventions entre cet espace et les universités de façon propre pour qu'on fasse même la pub de cette agence et que l'étranger ou bien le non-francophone qui passe garde au minimum en mémoire l'effet de l'image. Est-ce que l'AUF ne peut même pas penser à un système d'évaluation commun dans l'espace francophone? Quand vous venez d'un pays comme le Cameroun et que vous venez en France, par exemple, où avez-vous eu votre diplôme? C'est à Yaoundé? Oui, là, c'est acceptable. C'est à Maroua? Même Maroua est une ville francophone. Toutes ces barrières, ce sont des éléments qu'il faut peut-être prendre en considération. Donc, la densification du réseau francophone, c'est une invite comme ça aux responsables des chaires Senghor qu'il faut davantage travailler pour qu'à l'université où le niveau est déjà élevé et le pouvoir de discernement assez grand, qu'on travaille, on renforce cet espace et qu'on suscite les adhésions, même dans des pays qui ne sont pas francophones. Je vous remercie pour votre patience. Merci beaucoup d'avoir questionné cette doxa de l'Afrique, l'avenir de la francophonie. Vous avez répondu peut-être oui, mais. Alors oui, mais, avec ces crises à dépasser, ces amalgames aussi à clarifier, les confusions, les querelles, les punaises. Vous n'avez rien occulté de tout cela, mais vous avez appelé à réaffirmer les valeurs de la francophonie et faire la francophonie pour soi, pas pour les autres, notamment en s'appuyant sur la société civile. Et donc, on a été très intéressés par votre présentation qui comprenait aussi un certain nombre de propositions. Donc, merci. La période des questions du public est maintenant ouverte. Et nous avons une personne ici qui n'avait pas pu poser sa question à la précédente table ronde. Donc, on va lui donner la priorité. Pour vous dire qu'on a une contrainte de temps, du coup, on va prendre 3 questions. Merci à Soumanou qui a répondu partiellement à une de mes préoccupations que je lui ai posées, donc probablement à temps, mais il va la prendre comme lui-même il avait dit, qu'ils l'ont précédé dans leur communication. Parlant de cette africanisation de l'exécutif, de la CCT et de l'OIF, pourquoi cela n'a-t-il pas suscité assez d'engouement auprès des Africains? Donc, c'était la question que je devais poser à Tang, mais je vous la pose en même temps. Maintenant, ensuite, vous avez parlé un peu du bloc francophone, des atouts même des pays africains par rapport donc, aux atouts démographiques et économiques. Est-ce que ce bloc francophone est-il véritablement visible et dynamique au sein des grandes instances comme l'ONU? Voilà. Est-ce qu'il est vraiment dynamique? Est-ce qu'il joue à ça pour pouvoir donc trouver d'autres avantages? Maintenant, à contrario, est-ce que ce bloc francophone n'est-il pas un handicap pour certaines institutions sous-régionales comme la CEDEAO? Voilà. C'est noté, merci. À côté de vous, on va... Oui, à côté... Voilà. Alors, merci. J'ai une question à l'endroit de M. Clément Biguirimana.
Alors, pour ceux qui ont assisté à ma communication hier, vous allez comprendre que je lui demande de compléter la réponse que j'ai donnée hier. En réalité, vous avez parlé du métissage linguistique qui a cours, notamment dans les sociétés africaines. Vous avez fait le constat de ce métissage linguistique, de cette créolisation, bien évidemment, de la langue française. Ce que j'aimerais savoir, c'est où est-ce que vous situez cette logique de métissage ? Inscrivez-vous cette logique dans une démarche de rébellion, d'émancipation ou de résistance? Merci. Merci pour cette question. Bref, à vous, monsieur. Merci. En fait, c'est un point que je devrais évoquer hier en présence du délégué des affaires de la francophonie, puisque je ne pense pas que quelqu'un aurait la réponse parmi nous ici. En fait, j'ai un gros souci. J'ai fait déjà un lien avec la francophonie et la nouvelle loi sur l'immigration en cours, puisque je vois déjà un impact considérable sur les étudiants étrangers. Notamment, on parle de cochon, l'élévation du coût des frais de l'inscription. On n'est pas sans savoir que les étudiants qui arrivent, qu'ils soient francophones, anglophones, lusophones, asiatiques, ils viennent étudier la langue, ils essaient d'embrasser la culture francophone, notamment la démocratie, le respect des droits de l'homme, et ils importent ces mêmes éléments dans leur pays. Ils contribuent au rayonnement de la francophonie. Avec cette nouvelle loi, elle n'est pas passée, d'accord, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Moi, je vois une fermeture des universités françaises aux étudiants étrangers. Et cela ne contribue pas au rayonnement de la francophonie. Je n'ai pas eu l'occasion d'évoquer la question en présence du délégué des affaires de la francophonie. Sinon, la question devrait être posée à un représentant de l'État qui pourrait nous apporter des réponses. Je constate que les premiers tiers de la francophonie, c'est une partie des politiques françaises. Premier tiers, qu'est-ce que vous voulez dire par premier tiers? Nature, d'accord. Alors, est-ce que vous souhaitez répondre? L'idéologie qu'ils défendent, je parle des nationalistes. L'idéologie qu'ils défendent ne tente pas à protéger la francophonie. Ok, merci. Vous voulez répondre sur le métissage? Merci bien pour la question, je vais être bref. Alors, pour ce que vous qualifiez de la créolisation de la langue française, résistance, émancipation ou tout autre, moi je parlerai d'une évolution de la langue française pour une liberté d'expression. Ouais, c'est tout. La question de notre collègue sur l'africanisation du bloc. Pourquoi cette africanisation n'a pas suscité l'engouement des peuples? Parce que l'africanisation a souvent été un processus du poste, l'africanisation du poste de secrétaire général. C'est un processus diplomatique qui est souvent très éloigné de la grande masse d'en bas. Voilà, ça ne se fait pas par un processus démocratique qui mobilise les populations. C'est des discussions, des débats qui se font plutôt à huis clos, dans des enceintes très institutionnalisées et où le petit peuple n'a souvent pas ni le regard d'ailleurs, encore moins la possibilité de modifier l'ordre des choses. Donc, l'engouement, c'est compliqué. C'est des choses subies par le peuple, parce que ça se décide, c'est la high politics. Voilà. Pour ce qui est du bloc africain et son dynamisme, il faut quand même rappeler que les présidents Chirac et les présidents Sarkozy sont les derniers grands, bon, plus le président Macron, la parenthèse du président Hollande n'a pas été très favorable dans ce sens, mais Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac et Macron aujourd'hui ont souvent su donner un sens au bloc africain dans les enceintes internationales. C'est pour cette raison que, de mémoire, vous vous souviendrez que le vote en faveur de la Convention sur la diversité culturelle et linguistique de 2005 à l'UNESCO a été précédé d'une rencontre à Paris de tous les représentants, tous les États, tous les représentants de la francophonie qui ont décidé de bousculer les États-Unis ensemble derrière le président Chirac pour qu'on arrive à ce qu'on a obtenu en 2005.
tout comme d'ailleurs l'ensemble des votes au niveau des Nations Unies concernant l'Irak et tout, avaient toujours été précédés de rencontres vraiment collectives des Africains. Ça, souvent, mais la guerre en Ukraine a modifié quand même le registre. Même si avec Macron avant, pour le vote de Louise Mushikiwabo. Donc, c'est une évolution, ça dépend. Les États africains s'adaptent parce que chacun y va aussi avec une logique réaliste de la défense de ses intérêts. Voilà, donc il n'y a pas une trajectoire arrêtée. Tout dépend du moment, de la conjoncture et des intérêts en jeu. Merci. Et Madame Félicité Manga, sur la question de la mobilité des étudiants francophones, est-ce que ça peut être un facteur positif? Comment faire pour surmonter les réticences? Je ne comprends pas très bien la question. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Alors, on a eu une question dans le public qui parlait de la question de l'entrave parfois qu'on faisait aux étudiants étrangers à cause de lois restrictives, notamment dans les pays du Nord et en particulier la France, possiblement. Est-ce que vous pouvez élaborer sur cette question des étudiants et aussi peut-être sur l'influence de la francophonie dans les enceintes internationales? Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La mobilité des étudiants, c'est... Vous me suivez? Oui. Bon, s'agissant de la mobilité des étudiants, c'est un élément qui est très encouragé par la francophonie et elle prend des dispositions pour que la mobilité soit effective, surtout au niveau universitaire. Oui. Jamais vous voulez ajouter quelque chose? Jamais. Oui. Surtout au niveau universitaire. Merci. Oui, on vous a entendu. Oui. Allô? Allô? Oui. Vous pensez que c'est surtout au niveau universitaire? Oui, beaucoup plus. Et nous pensons que si elle était véritablement effective, nous avons parlé des clubs francophonie, si les membres de nos clubs francophonie avaient vraiment cette espérance-là que leur engagement au sein des clubs pourrait être récompensé plus tard par tel ou tel élément, peut-être la mobilité et tout, nous pensons que ça motiverait davantage les étudiants ou les élèves même déjà à s'engager dès le bas âge dans ces clubs-là. Il faudrait les récompenser par de telles initiatives, une mobilité renforcée, des bourses, etc. Oui, effectivement, je vous rejoins, mais je crains que ce ne soit pas suffisant, en fait. Vous savez que en termes individuels, j'ai fait tous mes efforts pour donner des avis favorables aux demandes, d'inscription à nos diplômes à Lyon 3 aux étudiants africains. En fait, on m'a donné un quota, je vous dis ça. Bon, là, je sens un peu, comment vous dire, les réserves obligatoires d'un fonctionnaire français. C'est qu'on dit que, bon, Madame Fan, pour votre parcours recherche, vous avez 20 étudiants en tout, et peut-être que 5 ou 6 étudiants étrangers. J'ai donné un accord favorable, souvent, à une vingtaine de demandes de l'Afrique subsaharienne, qui fait en sorte que nous avons, par exemple, cette année, une trentaine d'étudiants, dont 2/3 viennent de l'Afrique, dans notre parcours. Mais malheureusement, je suis très rare. Hein. vous voyez? Mais voilà aussi, c'est que je donne beaucoup de priorité à l'Afrique pour des parcours francophonie, parce qu'il y a une raison claire, politique aussi. Après, voilà, vous voyez que maintenant, la politique nationale française, peut-être c'est autre chose. On dit que oui, il faut privilégier l'élite indienne, chinoise, etc., ou des gens peut-être qui ont un peu plus de moyens. Bon, maintenant, vous voyez, c'est une autre logique. C'est ça. Et moi, je pense qu'il faut un moment, il faut que les membres de la francophonie soient cohérents dans leur politique francophone. Oui, en fait, dans la francophonie, il n'y a pas que l'Afrique. Donc, on ne peut pas accorder ces avantages à tous ceux qui le voudraient. Il faut tenir compte des autres zones. Il y a l'Afrique, il y a l'Asie, donc il faut tenir compte de toutes les zones.
et accorder un quota à chaque continent, par exemple. Mais à notre avis, il faut souvent prioriser ceux qui, dès le bas âge, ont commencé à militer ou à faire vivre l'organisation. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut bien organiser les clubs francophonie dès le secondaire pour que ces jeunes-là qui s'impliquent dans la francophonie depuis le bas âge reçoivent prioritairement ces avantages. C'est un peu dans ce sens. Ou un jeune qui milite pour la francophonie depuis peut-être le secondaire, depuis la première année à l'université, au moment de postuler pour un doctorat ou une maîtrise, il faut tenir compte de tout son parcours dans un club francophonie. C'est un peu dans ce sens notre logique. Il faut les motiver. Il faudrait que ces jeunes se sentent motivés parce qu'ils ont espoir que la francophonie pourrait leur ouvrir des portes pour l'avenir. Merci, Madame Félicité Monga, pour les commentaires, contributions. Bon, on touche à la fin. À travers un jour et demi de colloque avec une table ronde et 4 panels avec des sessions en parallèle, avec une quarantaine d'interventions d'enseignants, chercheurs, d'experts de divers espaces francophones, nous avons cherché ensemble à faire l'état des lieux de la francophonie en tant qu'objet de recherche en sciences sociales afin de mieux délimiter les périmètres de l'objet scientifique francophonie et à mieux comprendre les grands cadres des débats qui animent les recherches sur la francophonie. Comme précisé avec tous les intervenants, nous préparons à la suite de ce colloque une publication scientifique. Donc, je vous ai déjà envoyé le consigne de rédaction. Je vais faire un rappel avec un délai supplémentaire de quelques mois pour que chacun d'entre vous puisse terminer votre texte de 15 pages environ. On essaye d'avancer sur ce projet de publication collective. Mesdames, Messieurs, toute bonne chose a une fin, mais c'est une fin qui s'ouvre vers d'autres perspectives de coopération, de recherche, de formation, etc. Je voudrais remercier encore une fois à tous les invités et participants au colloque, monsieur le délégué aux affaires francophones, monsieur le directeur des relations internationales de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mesdames, messieurs les représentants de la région, de la métropole de Lyon, de la ville de Lyon, des mairies de Lyon, de l'Alliance française de Lyon, des représentants des consulats des pays francophones à Lyon, des responsables des universités, des conseillers des ministères de différents pays, des diplomates, des enseignants-chercheurs, des représentants des collectivités locales et des associations, des étudiants qui ont accepté de consacrer une partie de votre temps pour se joindre à nous dans le cadre de cet événement, soit en présentiel, soit en distanciel. Je voudrais remercier spécialement le comité scientifique de ce colloque, notamment les porteurs scientifiques de ce colloque, Christophe Treinen, Chang Fan, qui ont travaillé depuis presque un an de façon intensive avec moi depuis l'élaboration de l'appel à contribution. Et je voudrais remercier aussi aux collègues qui ont accepté d'animer la table ronde, les différents panels dans le cadre de ce colloque. Permettez-moi aussi de remercier tous les intervenants. Vous venez de loin, la plupart d'entre vous qui viennent de loin, vous avez fait le voyage pour être parmi nous. C'est vous qui, grâce à votre présence et participation, décidez le succès de ce colloque et vous êtes la preuve que la francophonie est bien vivante et dynamique. Je pense également à tous les collègues de l'Institut international pour la francophonie. Chacun a contribué
à la préparation de cet événement. Enfin, je voudrais remercier tous les étudiants. Parmi les étudiants, il y a des étudiants bénévoles qui nous ont aidés pour l'accueil, pour la gestion des amphis tout au long de cet événement. L'année prochaine sera une année spéciale car le sommet de la francophonie aura lieu en France. En tant qu'acteur universitaire de la francophonie, nous sommes en train de préparer un planning avec des activités importantes. Nous vous tiendrons informés des projets et des événements à venir. Normalement, nous avons la rencontre internationale de la francophonie de Lyon en mars et un colloque scientifique au mois d'octobre parce que le sommet aura lieu le 4 et 5 octobre. Certainement, on va organiser un colloque scientifique autour de ces dates et nous serons très ravis d'avoir vos contributions et vos soutiens à ces prochaines activités de notre institut. Merci à toutes et à tous. Merci. Et pour ma part, eh bien, je me joins à ces remerciements à vous toutes et à vous tous. Merci d'avoir été présents jusqu'au bout. Du point de vue de la conclusion, c'est une conclusion assez personnelle que j'en tire. Vous aurez le droit de repartir avec vos propres conclusions. Mais à mon sens, pour contribuer au progrès de la francophonie, pour qu'elle continue à être attractive et pertinente, eh bien, elle doit améliorer concrètement la vie des personnes qui parlent le français. Je pense que c'est un point clé. Cela passe par la contribution aux objectifs du développement durable élaborés par l'ONU. Cela passe aussi par toute la coopération multilatérale qui a été mise en place, par la vigueur de la société civile. Et cela passe aussi par l'innovation, par la créativité, toute cette vigueur que nous allons pouvoir impulser collectivement à cet espace pour qu'il continue à être attractif et pertinent dans une mondialisation plus équilibrée. Donc je crois qu'ici, à l'université, notamment à 2IF, nous contribuons à notre échelle à penser la francophonie de demain, dans le but peut-être que vous puissiez la façonner à votre image, en cohérence avec les valeurs que vous souhaitez porter. Donc la francophonie, c'est un peu notre levier collectif, un levier d'Archimède pour être plus fort, pour défendre les causes qui nous sont chères. Et j'aimerais vous inviter donc pour finir, et si vous le souhaitez, chacune et chacun, à être en quelque sorte les ambassadeurs de cette francophonie que vous aimez, celle qui vous parle, celle que vous souhaitez construire et qui vous fera vibrer. Alors, comme avait dit Abdou Diouf, la langue française est une langue de l'esprit, forgée par 12 siècles de création collective. Mais elle est aussi une langue pratique, une langue économique, une langue scientifique, une langue de l'innovation, de la diplomatie, et elle doit rester une langue de l'idéal, de cet idéal qui demain pourra être en mesure de façonner la francophonie de l'avenir. Merci. Merci. Il y a un petit buffet pour les invités et intervenants. Je vous invite à rejoindre la salle Boris Tac au premier étage.